Bonjour à tous. Il serait bien prétentieux de vouloir parler de Bertrand Russell et de son œuvre sur un podcast au temps limité. Ce serait faire injure à cet homme atypique, révolté et libre-penseur, que d'imaginer pouvoir en faire le tour aussi facilement. C'est pourquoi j'ai intitulé ce podcast « Une certaine idée de Bertrand Russell ». Car Bertrand Russell, c'est ça, mais c'est aussi plus que ça. Je me contenterai donc d'aborder quelques sujets de sa biographie et de son œuvre avec vous. Mais pour en apprendre davantage, je vous conseille la lecture de la biographie écrite par Ray Monk, ainsi que celle plus concise d'Alfred Jules Ayer, intitulée tout simplement « Bertrand Russell, un philosophe ». Bertrand Arthur William Russell, troisième comte Russell, né le 18 mai 1872 à Trelech, au Pays de Galles, dans une Angleterre en pleine mutation. À l'âge de 4 ans, il perd ses 2 parents et est élevé par ses grands-parents paternels. Son grand-père, lui, meurt alors qu'il a 6 ans. On imagine aisément que ces difficultés vécues très jeune ont pu influencer ses travaux sur la logique, et son détachement émotionnel vient sans doute de cette enfance où le sentiment d'abandon est si prégnant. On soupçonne d'ailleurs chez lui un syndrome Asperger. Bertrand Russell réussit l'exploit d'être à la fois mathématicien, logicien, épistémologue, moraliste, homme politique et, ce qui nous intéresse ici, philosophe. Il sera un grand intellectuel de son temps, admiré et reconnu pour ses travaux de mathématiques et de philosophie. Son cheval de bataille, c'est la logique, l'éthique et la philosophie. On le considère encore aujourd'hui comme le père de la philosophie analytique. La philosophie analytique est un courant philosophique qui a émergé au début du XXe siècle, principalement dans le monde anglophone. Elle se caractérise par une approche rigoureuse des problèmes philosophiques, mettant l'accent sur la clarté logique et l'analyse du langage. Aristocrate anticonformiste, il a une opinion progressiste, ce qui est mal vu dans cette époque victorienne conservatrice. Il se place plutôt à gauche de manière atypique lorsque l'on est dans un milieu aristocrate. Pacifiste, lors de la Première Guerre mondiale, il perd son poste à Cambridge et fait même quelques mois de prison. Sur ce point, il signe en 1955 un manifeste avec Einstein contre l'arme nucléaire. Il est un pacifiste convaincu. En septembre 1961, à l'âge de 89 ans, Russell est emprisonné pendant 7 jours à la prison de Brixton pour violation de la paix, après avoir pris part à une manifestation antinucléaire à Londres. Le magistrat propose à Russell de l'exonérer de prison s'il s'engage à adopter une bonne conduite. Ce à quoi Russell répond « Non, je ne veux pas ». En 1962, il ira même jusqu'à créer un tribunal international, dont Jean-Paul Sartre fait partie, appelé le tribunal Russell, pour juger des crimes de guerre des États-Unis au Vietnam. Libre penseur, Russell se déclare agnostique philosophiquement, mais athée en pratique. Il explique que la religion est née de la peur et de l'ignorance. Celle-ci va à l'encontre de la raison et s'oppose ainsi au bonheur de l'être humain. C'est la théorie de la théière de Russell. Il imagine une théière tournant autour du Soleil, entre la Terre et Mars. Cette théière est si petite qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Aussi, si on ne peut pas démontrer son existence, c'est qu'elle n'existe pas. Selon Russell, y croire et demander aux gens d'y croire sous prétexte qu'il n'est pas possible de prouver sa non-existence est insensé. C'est à celui qui avance une vérité de la démontrer. Nous sommes là à la source de la philosophie analytique. En 1929, il publie « Le mariage et la morale », un livre qui sera jugé scandaleux par ses contemporains. Dans ce livre, il fait la promotion de la femme et de la liberté sexuelle, y compris dans le couple marital. En ce sens, il est l'un des premiers féministes de son temps. Il prône le polyamour comme une vertu, ce qui évidemment sera très mal reçu. Rappelons que Russell s'est marié 4 fois et qu'il connaît bien son sujet. Pour lui, le mariage est avant tout fait pour offrir aux enfants une certaine stabilité et un environnement serein. Mais rien n'empêche aux parents de mener leur propre vie sexuelle ailleurs, afin qu'épanouis, ils puissent offrir à leur foyer une certaine forme de sérénité. S'agissant de la philosophie du travail, le travail est inhérent à la condition humaine. C'est le principal moyen d'obtenir des revenus et une reconnaissance sociale. Le travail est un facteur d'inclusion, mais aussi d'exclusion quand on n'en a pas.
C'est pourquoi il propose dès 1918 un revenu universel. Dans l'Éloge de l'oisiveté, paru en 1932, Bertrand Russell tente de déconstruire l'idée d'un travail indispensable à la réalisation et à la valorisation de soi. Et il en explique les freins. Pour lui, nous travaillons beaucoup trop, et l'oisiveté, gage de créativité, doit être un droit pour tous. Il rappelle que le mot travail vient de tripalium, qui désigne un instrument de torture. En réalité, cette définition est discutée par les linguistes, mais c'est un autre sujet. Pour Russell, la technique nous libère du temps pour obtenir du temps dédié au loisir. Voire même, cela permettrait de diminuer le chômage car il faudrait 2 hommes pour faire le même travail en se répartissant le temps. Pour lui, le travail est une idée pré-industrielle qui n'est pas du tout adaptée à notre société moderne. C'est une mentalité créée et entretenue par les riches qui estiment que les pauvres n'ont pas besoin d'avoir de loisirs, qui doit rester un privilège de la classe dominante. Rappelons ici que les périodes de travail en Angleterre, à cette époque, sont de 15 heures par jour pour les adultes et 12 heures pour les enfants. Russell estime pour autant qu'il ne faut pas confondre l'oisif et le paresseux. Le paresseux ne fait rien. L'oisif profite de son temps libre pour apprendre, se cultiver l'esprit, s'instruire et grandir intellectuellement. L'oisif sort grandi de son inactivité, tandis que le paresseux en sort diminué. Travaillez moins et profitez de ce temps pour méditer, apprendre et créer. Russell préconise pour ça la semaine de 20 heures. Son analyse s'appuie sur Sénèque, qui vantait déjà les mérites de l'oisiveté avec l'otium, le temps consacré à la culture. S'agissant des mathématiques, sans vouloir entrer dans les détails des découvertes de Bertrand Russell, pour lesquelles cependant je me suis passionnée en écrivant ce podcast, je ne peux pas passer sous silence une avancée primordiale pour les mathématiques modernes venant de Russell. À la fin du XIXe siècle, le monde des mathématiques connaît une crise concernant les fondements. On confondait quelque peu les termes de mathématiques et on cherchait une voie pour en sortir. On accordait au principe même un vocabulaire que Russell trouvait discutable. C'était notamment le cas dans la théorie des ensembles. Dans la théorie des ensembles, il existe un paradoxe que Russell a démontré et qu'on appelle le paradoxe de Russell, qui démontre qu'il n'existe pas un ensemble de tous les ensembles comme on le considérait alors. Russell sépare les ensembles entre les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes et les ensembles qui se contiennent eux-mêmes. L'ensemble des idées est une idée. L'ensemble des oiseaux n'est pas un oiseau. Il y a des ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes et des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. L'ensemble des choucroutes, ça fait une grosse choucroute. Mais l'ensemble des chaussures, ça ne fait pas une grosse chaussure. Mais si on considère que l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes n'existe pas, Russell a démontré que l'ensemble des ensembles n'existe pas non plus. C'est une histoire de contexte. Auparavant, on disait « il existe X tel que », et depuis Russell, on dit « il existe X appartenant à tel que ». On ne peut pas démontrer l'inexistence de ce qui n'existe pas. Aussi, on ne peut pas parler de théorie des ensembles, puisque la théorie ne peut pas tenir face à la démonstration. En résumé, le paradoxe montre que l'idée intuitive que tout prédicat définit un ensemble conduit à une contradiction logique. Ce paradoxe a eu un impact énorme sur le développement des mathématiques et de la logique. Il a forcé les mathématiciens à repenser les fondements de la théorie des ensembles et a conduit à la formulation du système axiomatique plus rigoureux, comme la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel, qui évite ce genre de paradoxe en imposant des restrictions sur la formation des ensembles. Son grand ouvrage est Principia Mathematica. Il est écrit avec Alfred Whitehead. Le programme que Russell a exposé 10 ans plus tôt est réalisé avec une rigueur inconnue jusqu'à présent des mathématiciens. Dans les Principia Mathematica, paru en 1903, il expose les principes généraux de la thèse logiciste. Il se livre à une analyse philosophique extrêmement fouillée pour dégager les idées premières de la logique. Russell, avec son travail sur les fondements logiques des mathématiques, a influencé le contexte intellectuel dans lequel Nicolas Bourbaki a émergé et a cherché à établir des fondations solides sur l'ensemble des mathématiques.
l'idée d'une approche axiomatique rigoureuse était une préoccupation partagée, bien que Bourbaki ait adopté une approche plus structurelle que purement logiciste. Il est le mentor de Ludwig Wittgenstein, une des figures les plus marquantes et les plus énigmatiques de la philosophie du XXe siècle. Wittgenstein avait une énorme admiration pour Russell. Ce qui fait de Bertrand Russell un personnage à part de son époque, c'est sa très grande liberté de ton et sa recherche permanente de faits et d'explications logiques. Il est anticonformiste et en ce sens, il est un personnage attachant. Dans son autobiographie, on pourra lire que sa fidélité à la vérité est une victoire et que cela compense sans doute un peu tous les échecs de sa vie. Bertrand Russell n'est pas le plus connu des philosophes. Néanmoins, ses travaux philosophiques sur la logique ont permis de repenser certains axiomes. Il recevra le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de ses ouvrages en 1950. Un jour, un étudiant belliqueux voulant le piéger demanda à Bertrand Russell quelle différence il existe entre le temps et l'éternité. Russell, malicieux, répondit « Monsieur, même si je prenais le temps de vous l'expliquer, il vous faudrait l'éternité pour le comprendre. » Pendant la guerre, alors qu'il vivait aux États-Unis, Bertrand Russell a publié en 1943 son essai « Esquisse de la foutaise intellectuelle ». Désespérant de voir les nations civilisées dévoyées par des prêcheurs d'absurdités grandiloquentes, il s'est tourné vers l'étude du passé et a découvert comme Erasme que la folie est éternelle, mais que l'humanité a survécu. Cet essai, publié plus tard dans son recueil Une Popular Essay en 1950, offre une consolation face aux passions identitaires et religieuses menaçant l'humanité. Tout au long de sa vie, Russell a combattu la cruauté humaine et les superstitions qui la justifient. Dans cet essai, il critique avec ironie les préjugés religieux, philosophiques, nationalistes et politiques, du passé et du présent. Les éditions de Lerne ont publié en 2020 ce pamphlet en français. Je ne saurais trop vous conseiller cette petite lecture, moins de 100 pages, à la fois irrévérencieuse, caustique et follement amusante. Enfin, lors d'une interview, on demande à Bertrand Russell ce qu'il pourrait dire aux générations futures, qui lui demanderaient quels sont les meilleurs conseils après tout ce qu'il a vu et vécu. Russell répond alors qu'il donnerait 2 conseils, un conseil d'ordre intellectuel et un conseil d'ordre moral. Intellectuellement, il leur conseillerait, lorsqu'ils se posent une question philosophique, de chercher les faits et quelles sont les observations qui les confirment, et de ne jamais se laisser détourner par ce que l'on veut croire ou que la société veut que l'on croie. Il faut regarder les faits et rien d'autre. Moralement, il leur dirait « L'amour est sage et la haine est insensée. Notre monde devient de plus en plus interconnecté. Nous devons apprendre à nous tolérer les uns les autres et nous devons admettre qu'il y aura toujours des gens pour dire des choses que nous n'aimons pas. C'est ainsi que nous parviendrons à vivre ensemble. Et si nous voulons vivre ensemble, nous devons apprendre une certaine forme de charité, une certaine forme de tolérance, qui seront absolument indispensables pour la survie de notre espèce. » Je vous souhaite une très belle découverte de Bertrand Russell. À très bientôt.